Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique, celle de Jujutsu Kaisen saison 2. Ce sera une critique avec spoil, donc si jamais vous n'avez pas vu ou lu la saison 2 de Jujutsu Kaisen, eh ben je vous déconseille fortement de regarder cette critique parce que ça va spoil pas mal, donc fuyez pauvre fou si jamais vous n'êtes pas à jour. Voilà, fuyez, déguerpissez, vite, sauf si vous vous en foutez d'être spoilé, bien évidemment. Mais voilà, vous voici prévenus. Alors, cette saison 2, alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, faut savoir que Jujutsu Kaisen, c'est véritablement mon shonen favori du moment. Dans le sens, dans les nouveaux shonen, dans ce qui se fait en ce moment. C'est vraiment un manga qui me ramène à l'époque de quand je découvrais Naruto, Bleach, etc. Quand j'étais au collège. C'est véritablement un shonen qui me fait ressentir tout ça à nouveau. C'est un manga qui ne réinvente rien en soi. C'est clairement une inspiration de Bleach. Il y a un côté Naruto aussi bien sûr, et de Hunter x Hunter dans la manière dont les arcs sont découpés, dans les combats. C'est vraiment un manga qui pioche dans pas mal de choses. Mais je trouve que l'auteur impose son style d'une manière prodigieuse. C'est un manga où on perd pas de temps, où on va véritablement à l'essentiel. Donc déjà c'est cool parce qu'on va pas se retrouver avec un shonen de 60 tomes. Les événements s'enchaînent avec un rythme assez effréné. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que on n'est pas sur voilà, du pouvoir de l'amitié, voilà, je vais partir en entraînement et puis c'est les efforts qui vont me récompenser, etc. Non, en fait là, on est plus sur un manga où ce qui va faire avancer les personnages, ce qui va provoquer du développement chez les personnages, ça va être les claques qu'ils vont se prendre. Des claques bénéfiques, mais surtout comme maléfiques. Les personnages se prennent vraiment ce qui les font passer à un point supérieur, c'est véritablement des incidents, des drames qui leur arrivent, et ça c'est quelque chose que je trouve cool. Aussi, ce que je trouve très appréciable, c'est le côté, les antagonistes, faut pas les faire chier, quoi. Tu vois, c'est pas les antagonistes qui sont « Ah, peut-être qu'il y a un petit peu de bon chez moi et tout ». Non. Les enflures dans ce manga, c'est vraiment des enflures, c'est vraiment des abominations. Et puis, ce que j'aime surtout dans ce manga, c'est le côté un peu cercle vicieux. C'est-à-dire, les fléaux existent parce que les humains sont là. Et, les fléaux vont être tellement dangereux qu'ils vont transformer à leur tour les humains, noircir leur cœur, et du coup, pousser les exorcistes à aller vers d'autres développements pas très sains qui vont à nouveau construire de nouveaux fléaux. Moi, c'est vraiment ça que j'aime, ce côté, il n'y a pas vraiment de point de départ, et ce côté où il y a vraiment du pas bon, du pas joli dans les deux camps. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et alors, c'est vrai que moi, la saison 1, en manga comme en animé, j'avais trouvé ça très cool, très cool, ça posait des bonnes bases, mais c'est véritablement à partir de la saison 2 en manga que là je suis devenu fanatique de l'œuvre. Là c'est véritablement les arcs de la saison 2 qui m'ont fait adorer la patte de JJ Akutami, je crois qu'il s'appelle l'auteur. Et donc c'est pour ça que j'avais très hâte, je pense comme beaucoup de gens, de voir ce qu'allait pouvoir nous produire Mappa avec cette saison 2, parce que ce sont des événements assez importants. Et alors pour cette critique, je vais la découper en deux parties. On va d'abord parler de l'aspect esthétique proposé par Mappa, et ensuite on partira plus sur le côté narratif de ce que peut apporter cette saison, histoire que je me mélange pas trop et que je puisse un peu aborder tout de manière un peu équitable. Alors déjà, par rapport, on va dire, à l'arc mort prématurée, donc le flashback de Gojo, ce que j'ai trouvé très appréciable, c'est qu'il y avait une grosse réal. Je crois que c'est 5 épisodes le flashback de Gojo. J'ai trouvé la réal terriblement puissante. J'ai beaucoup aimé le côté un petit peu désarticulé des personnages, notamment avec cette séquence qui donne véritablement un côté plus nonchalant et plus réaliste. Et ça colle, je trouve, terriblement bien à la vibe de Gojo, notamment, qui est terriblement arrogant et qui s'en fout un peu de tout, qui est très léger. Je trouvais que ce côté assez désarticulé, ce côté très fluide dans les mouvements, je trouvais que ça collait très bien. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé que le choix artistique était très cool. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que la direction artistique diffère un peu de la saison 1. On est sur un trait plus léger,
plus léché dans cette saison 2, qui colle du coup beaucoup plus au manga que ce que pouvait proposer la saison 1. Vraiment, remater un petit peu des épisodes 1 de saison 1 et saison 2, vous verrez que le trait n'est pas tout à fait le même. Là, c'est beaucoup plus fin et on est plus sur un côté... sur un côté manga, j'ai trouvé. Et ce qui apportait un vrai dynamisme au combat notamment et au moment un petit peu plus chill. J'ai trouvé aussi, alors je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire, mais j'ai trouvé qu'il y avait des plans magnifiques, notamment sur les yeux, sur les regards des personnages. Je sais pas si c'est volontaire, parce que moi c'est quelque chose que je m'étais déjà fait cette réflexion avec la quatrième saison de l'Attaque des Titans, qui avait été produite par MAPPA. Là aussi, MAPPA avait beaucoup mis l'accent sur des yeux très expressifs, sur des regards très 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 profonds, très colorés. Je sais pas si ils ont un petit peu adapté aussi cette direction, mais honnêtement je trouvais que ça rendait trop bien, quoi. Ça apportait une vraie vie au personnage, donc j'ai été très content qu'ils reprennent ça comment dire, dans cette saison 2 de Jujutsu Kaisen. Autre point que j'ai trouvé très appréciable, c'est l'immersion dans certains endroits, notamment dans les endroits à huis clos. Il y a des moments qui ont été sublimés par l'animé, mais surtout qui ont approfondi certaines choses. Je pense notamment effectivement à l'exploration de ce un peu urbex de cette habitation abandonnée au tout début de la saison. Ça, dans le manga, c'est beaucoup plus court. Là, ils ont véritablement posé une ambiance, ils ont pris le temps de poser une ambiance qui était très appréciable. Et puis, il y avait des mouvements de caméra comme de personnages que j'ai trouvé très intéressants. Je me souviens notamment, au tout début de la saison, il y a Mei Mei, et puis il y a l'autre professeur, je me souviens plus comment elle s'appelle, celle qui est un peu plus peureuse, elles sont dans la voiture. Elles sont arrêtées à un feu, voilà celle-ci, je parlais de celle-ci, elle est arrêtée à un feu, et il y a quelqu'un qui traverse, et tu vois la pupille du personnage qui suit le mouvement de la personne qui est en train de traverser. Et ça, j'ai trouvé ça tellement stylé. Je me suis trompé de scène. Parce que c'est vrai qu'on est quand même arrivé à une ère où le Sakuga, alors je dis pas que c'est désagréable, hein, mais c'est vrai qu'il y a tellement de Sakuga de partout maintenant, dans Demon Slayer, My Hero Academia, One Piece, il y a des animés qui poussent la production au niveau du Sakuga, qui fait que ça rend presque les animations Sakuga lambda maintenant. Tu sais, on en voit tellement dans les grosses productions, dans les gros animés maintenant, qu'il y a ce côté, limite, on s'en lasse un petit peu. Alors je grossis les traits, hein, bien sûr qu'on s'en lasse pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire? Et ce que j'ai trouvé très 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 appréciable dans cette saison 2 de Jujutsu Kaisen, c'est que tu sens que les mecs se sont creusés la tête pour proposer des mises en scène qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les animés. Et typiquement, c'est ce que je disais, le regard qui suit la personne qui traversait, comme l'exploration de ce manoir qui joue entre de la 2D, de la 3D, où t'as les décors qui sont en 3D et tu vois les personnages en 2D qui explorent le manoir. J'ai trouvé ça très pertinent, j'ai trouvé ça très intéressant. On avait pareil dans certains combats dont on reviendra plus tard, mais ou pareil dans la chorégraphie, dans le storyboard, j'ai senti une ingéniosité. J'ai senti un besoin de nous faire voir des combats, des découpages et des angles de caméra qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les animés. Et qui m'ont véritablement plus donné l'impression de regarder un film qu'un animé. Et ça, moi qui adore le cinéma, j'ai trouvé ça tellement appréciable. On en reviendra plus tard dans certaines autres remarques que je peux faire par rapport à la saison. Autre chose que j'ai trouvé très cool, et ça concerne surtout l'arc du flashback de Gojo, c'est les génériques. Parce que c'est vrai que l'intrigue dans les épisodes va très vite à l'essentiel. On perd pas de temps. Et je trouvais ça limite dommage parce que c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus voir du côté un peu chill. Ça typiquement, si l'animé sortait en fleuve comme à l'époque, c'est sûr et certain qu'on aurait eu des fillers sur la vie de Gojo et de Geto avec leurs compagnons de lycée, quoi. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ça cool que les génériques, opening et ending, au lieu de juste nous teaser, comme ce que font 90% des openings, ce qui va se passer dans les épisodes,
ils nous ont apporté une plus-value, une sorte de vitrine de ce qui se passe dans leurs années à l'école, dans leurs années en école d'exorciste lycéen avec, leurs autres compagnons. Et j'ai trouvé ça tellement appréciable, parce que ça donne vraiment vie, en fait, à l'intrigue. Parce que les dramas, ils arrivent très très vite dans l'intrigue, et ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment de moment où on les voit ensemble dans une véritable équipe. Et donc j'ai trouvé ça terriblement cool, tous ces plans de l'équipe Gojo, Geto, Shoko, qui chill et qui du coup rend leur séparation encore plus déchirante à la fin de l'arc. Donc non, honnêtement, j'ai trouvé les génériques très très bien réalisés, très 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 pertinents, qui racontent véritablement quelque chose. C'est pas juste on te tisse des choses, on te dit ce qui va se passer, non, ça racontait vraiment quelque chose, et donc j'ai trouvé ça très très chouette. J'en parlais un petit peu tout à l'heure avec la chorégraphie des combats et tout, il y a le côté, voilà, lumière, colorimétrie, et angle de caméra, qui ont rendu certains combats tellement épiques. Dans le manga, les combats sont cool, mais alors, dans l'animé, là, ils ont sublimé les choses. Ils ont tellement sublimé le côté huis clos, en fait, comme je le disais, c'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le manga, c'est ce côté, voilà, tout le champ de bataille du drame de Shibuya se déroule dans le métro, et c'est donc du coup ce qui fait une guerre, un champ de bataille dans un espace clos. Et je trouvais ce décalage très intéressant, et je trouve que dans l'animé, ils l'ont parfaitement retranscrit. Ils ont vraiment retranscrit l'angoisse que peut procurer ce métro, c'est-à-dire que je trouve que il y a une sorte de décalage effrayant dans le fait de voir un espace comme le métro, qui pourtant qui est un endroit que normalement voilà, c'est censé être bombé de monde, c'est censé être terriblement vivant, sans arrêt en mouvement, sans arrêt submergé de personnes. Et là, le fait de voir tout ça sans personne, je trouve que ça apporte un côté mais angoissant, intimidant. Et alors j'ai tellement aimé les différents décors du métro de Shibuya. Je sais pas si c'est de la 2D, si c'est de la fausse 3D, si c'est de la vraie 3D, mais moi sur plusieurs plans j'ai eu une impression de photoréaliste qui était très appréciable, où tu te sentais vraiment dans le métro. Là honnêtement, d'un point de vue décor, d'un point de vue dessin du décor, je trouve que MAPPA, ils ont été très forts, quoi, dans le... On sentait vraiment on sentait, via la luminosité, via les couleurs, via la luminosité des panneaux d'indication, etc., tu sentais quelque chose de vivant. T'avais l'impression de voir un véritable décor, et que t'as l'impression qu'on peut marcher dessus, quoi. Tellement c'était bien retranscrit. Donc la prod au niveau des décors, ça se foutait pas de notre gueule, quoi. Autre point qui était très appréciable, c'est le côté OST, qui rendait terriblement bien, encore une fois. Je vais pas partir sur tous les épisodes, sur tous les passages, mais je pense notamment de ce moment avec la jeune... Alors j'ai oublié son nom, mais l'hôte dans la lycéenne dans le flashback de Gojo. Il y a toute cette séquence où tu la vois qui s'émerveille des petits plaisirs du quotidien, avec la musique qui rend le tout très, très lyrique, très poétique. Ça rendait terriblement bien. Les différents combats, notamment durant le drame de Shibuya, je trouve que la tension était parfaitement retranscrite grâce aux OST. C'est sûr et certain que l'OST de la saison 2, je vais la réécouter. Je vais la réécouter plusieurs fois, parce que honnêtement, ça apportait il y avait véritablement un ajout pertinent à l'intrigue. Tu sentais que ok, là on est concentré, ok, ça va vite. Tu sentais un vrai stress, un vrai côté contre la montre dans l'intrigue, même avec le combat de Sukuna, j'en reviendrai plus tard, pareillement, qui était sublimé par l'OST très épique, et ce qui était vraiment cool. Encore une fois, les combats ont été véritablement sublimés par l'animé, je le disais tout à l'heure, mais voilà, il y a des phases de combat qui sont très cool dans l'idée, dans le manga, mais alors dans l'animé, ils ont encore une fois, ils ont choisi des mouvements de caméra, un dynamisme de l'action. Je pense notamment au combat de Geto
contre Fushiguro dans l'ascenseur, enfin quand il est sur le point de rejoindre la gamine. C'est Fushiguro qui l'affronte? Ouais, il me semble que c'est Fushiguro qui l'affronte. Enfin, honnête, voilà. Et puis le combat, pareil, de Gojo contre les randoms au début, quand il présente son pouvoir. Non, honnêtement, c'était... le dynamisme des combats était au rendez-vous. Et encore une fois, tu sens qu'ils ont cherché à nous pondre des mises en scène qui pouvaient sortir de l'ordinaire et qu'on pouvait ne pas voir totalement n'importe où. L'exemple le plus flagrant, c'est quand même le combat dans les toilettes. Le combat Chozo contre Yuji. Les mecs sont dans des toilettes. Il n'y a pas plus compact comme endroit. Et pourtant, dans le storyboard, dans la chorégraphie du combat, dans la mise en scène, où notamment au début de l'épisode, tu vois un panneau de signalisation avec quelqu'un de barré, tu vois Yuji qui prend la place du symbole avec un fondu, et que tu vois à la fin de l'épisode que Yuji s'est fait démonter, et que donc la rayure sur le bonhomme dans le panneau, en fait, c'était un foreshadowing pour présenter Yuji. Les couleurs, la manière dont ils ont modélisé le sang avec les techniques de Chozo, non, vraiment, mais la réalisation de ce combat était grandiose. Tous ces jeux de texture entre l'eau des toilettes et le sang de Chozo, j'ai rarement vu du sang aussi bien qui ressortait aussi bien de l'intrigue. Honnêtement, donc c'était puissant, c'était très agréable. Et puis dernière chose sur le côté esthétique que j'ai grandement apprécié, c'est que ils ont adopté pour certains moments les traits du manga. Et ça, c'était très chouette. J'ai trouvé ça très pertinent parce que je trouve que ça soulignait une réelle importance sur certains passages, parce qu'effectivement, entre la direction artistique de l'animé et celle du manga, bah voilà, le trait est quand même relativement différent. Ça se sent notamment du côté de Yuji, où entre le manga et l'animé, il a pas totalement la même tête et la même coiffure. Et du coup, j'ai trouvé ça terriblement pertinent. Encore une fois, une très bonne idée de mise en scène pour un petit peu se démarquer. J'ai trouvé ça très pertinent, le fait de ressortir véritablement des planches du manga. De ne pas juste se contenter de ce que propose l'anime, mais aussi de revenir aux traits du manga. J'ai trouvé que ça apportait... Ça soulignait une certaine importance sur certains combats qui étaient vraiment très très bien trouvés. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le côté on va dire esthétique. Pareillement, j'ai trouvé que les flashbacks étaient très bien réalisés. Un petit peu j'ai beaucoup aimé cette espèce de décalage entre le rythme effréné de la guerre durant Shibuya et le calme que peut proposer certains flashbacks, mais on y reviendra plus tard. Maintenant, j'avais envie de revenir sur le côté narratif un petit peu. Je vais essayer d'aller vite parce que je peux pas parler de tout malheureusement, mais parce que ça prendrait trop de temps. Mais déjà pour parler du flashback de Gojo, j'ai trouvé que ce flashback était très pertinent dans la narration, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens en mode ouais mais il est où Yuji et tout, c'est censé être le héros et tout machin, mais on le voit jamais. Et en vrai je peux complètement comprendre cette remarque, parce que c'est vrai que je crois que c'est depuis 2021 qu'on n'avait pas vu Yuji dans l'anime, parce que après la saison 1 il y a eu le film donc qui est centré sur Yuta et Gojo. Ensuite tu as le flashback de Gojo, donc pas de Yuta, et ensuite après seulement tu vois le retour de Yuji et de l'équipe avec Nobara et Megumi. Et c'est vrai que je peux comprendre, tu te dis mais... Enfin, en fait, tu te dis mais attends, mais l'anime il se balade partout dans l'espace et dans le temps, on est que dans le flashback, on n'est jamais dans le présent, qu'est-ce qui se passe? Je peux complètement comprendre cette remarque, mais en même temps, bah, ce flashback il est quand même très très utile et très pertinent, parce que déjà, il permet de souligner toute la relation qui entourait Geto et Gojo. Elle souligne leur point de départ, et surtout ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce flashback, c'est ce décalage entre les deux amis. C'est-à-dire que
Là où Gojo, dans le présent, étant donné que c'est un des protagonistes, tu te dis, bah ça devait être quelqu'un de bien, dans le flashback, c'est quelqu'un d'un peu mauvais, quoi. C'est-à-dire que il est tellement arrogant, il est tellement contre les directives des supérieurs, il respecte pas les règles, il est sans arrêt en train de flotter entre bah, est-ce que je ne les éliminerai pas, je suis tellement puissant qu'en vrai je m'en fous des ordres. Vraiment, il est tellement il sort tellement tout le temps des sentiers battus, et à côté t'as Geto, qui pourtant est l'antagoniste du présent, et bah pourtant lui, ça va être celui qui va le plus suivre les règles, qui va le plus être sage, qui va tout le temps essayer de ramener Gojo dans le droit chemin. Et donc j'ai beaucoup aimé ce décalage en fait des deux protagonistes, enfin des deux héros, des deux amis qui en fait dans le passé bah, ils étaient véritablement l'ombre d'eux-mêmes par rapport au présent. C'est un flashback qui sert aussi de foreshadowing un peu parce que en fait là où dans le présent Gojo tu le vois comme étant invincible, et bah ce flashback va véritablement te montrer que non, Gojo a des faiblesses. Il a beau avoir des pouvoirs divins, c'est possible de l'épuiser. C'est possible de l'avoir à l'épuisement et c'est possible de le déstabiliser. Et c'est ce qui va causer sa perte dans le drame de Shibuya. Donc j'ai bien aimé le fait de teaser un petit peu les faiblesses de Gojo dans ce flashback. J'ai kiffé bien sûr voir pas mal d'exorcistes dans leur jeunesse, c'était très, très intéressant à voir, de voir toute leur complicité d'avant, j'ai trouvé ça très cool. Et puis bah, voilà, tout simplement voir comment Geto a plongé, entre guillemets, dans le mauvais côté. Pareillement, c'était très intéressant parce que tu vois que c'est pas juste un raciste, quoi, parce que dans le présent, enfin dans le film surtout, il est vraiment présenté comme ça, quoi, en mode non mais fuck l'humanité, fuck les moldus, quoi, il est un peu comme ça. Mais une fois que tu vois ce flashback, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer de remater toute l'œuvre dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire ce flashback, le film, et ensuite le présent. Et vous verrez qu'il y a certains développements qui vous paraissent beaucoup plus fluides et beaucoup plus cohérents, notamment dans les comportements de Gojo et de Geto. Je vous invite véritablement à faire ça si un jour vous avez l'occasion de le faire. Mais voilà, j'ai trouvé le flashback très, très intéressant avec le drame de fin, avec la petite qui meurt, assez bouleversant, assez tragique, et voilà, et c'est aussi pareillement une sorte de tease sur le côté comment implacable et intransigeant de la vie, quoi. Et puis ensuite, le drame de Shibuya. Que dire, parce que vraiment en manga c'était un régal. Je trouve que l'anime a sublimé le côté huis clos. Moi, c'est ça que j'aimais beaucoup dans le manga, c'était ce côté tout se passe dans un espace clos et dans un laps de temps défini. C'est ça qui m'avait beaucoup rappelé Hunter x Hunter. Et je trouve que ce côté rythme effréné, ce côté on est enfermé dans un lieu sordide, j'ai trouvé que ça c'était très très bien amené, très très bien retranscrit, et le champ de bataille était très... Parce que c'est un champ de bataille, c'est une guerre, cet arc c'est ni plus ni moins qu'une guerre qui démarre d'une manière horrible avec le fait que Gojo est scellé. Bon, après, était-ce si étonnant? Je pense pas, parce que quand une histoire te présente un personnage aussi puissant, sa seule existence fait qu'en fait il n'y a pas vraiment de défi au niveau des méchants, les protagonistes sont toujours protégés grâce à sa présence. Ça n'avait rien d'étonnant, je trouve, à ce qu'ils finissent scellés, mais quand même, quand ça arrive pour de bon et que tu vois qu'ils n'arrivent pas, ils échouent dans leur mission, ils n'arrivent pas à le déceler, ça ajoute quand même un degré de drame assez prononcé, quoi. J'ai trouvé. Mais voilà, ce qui est assez horrible dans ce drame de Shibuya, c'est que plus tu avances, plus tu descends dans le désespoir. Moi, c'est ça que j'ai trouvé très jubilatoire, c'est que moi, je regardais la saison avec des gens qui n'avaient pas lu le manga. Moi, j'avais tout lu, eux non. Et c'était très intéressant de voir leur réaction, parce que je me suis revu en fait en lisant le manga en mode, ils étaient là en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont s'en sortir? Il y a plus Gojo. Là, ils sont clairement dans la merde sans lui, ils n'arrivent plus à se débrouiller sans lui. Geto, c'est même plus Geto. Enfin, c'était pas Geto. Fushiguro, il est de retour. T'as Yuji
qui perd son combat contre Chozo assez rapidement, hein, mine de rien, hein, c'est dans le début de la bataille que le héros il perd. Enfin, et puis après, t'as toute... T'as l'impression que chaque épisode c'est un climax, quoi, entre Sukuna qui revient et qui... Enfin, Fushiguro qui revient, qui crée un gros bordel, Jogo qui balaye Maki et d'autres exorcistes d'un revers de main, Sukuna qui crée un véritable génocide, d'ailleurs qui était très très bien réalisé. Je trouve que le génocide avec Sukuna, j'ai trouvé qu'il était très bien réalisé. Tu sentais un côté divin. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait limite un côté psychédélique dans la manière dont tout se déroulait, dans la manière dont son combat se déroulait. T'avais vraiment l'impression que c'était véritablement des dieux qui s'affrontaient, et puis en fait, les personnages principaux, c'est juste des gamins, quoi. Ils sont rien du tout à côté de leur puissance. Et ça, j'ai trouvé ça bien, parce que je trouve qu'il n'y a pas tant d'animes que ça, où tu ressens un tel décalage entre des divinités et les personnages principaux. Là, tu sentais vraiment qu'il y avait pas de versus, en fait, qu'il y avait littéralement personne qui pouvait venir arrêter ça. Et c'est ce côté implacable et maléfique qui a scotché, je pense, tout le monde, et qui pousse de plus en plus les personnages dans le désespoir, quoi, parce qu'après t'as Yuji qui se réveille, il se rend compte des horreurs qu'il a pu faire, il perd son sensei, il perd une de ses meilleures amies, le tout en même pas 15 minutes, et c'est horrible de voir un personnage aussi solaire que Yuji s'en prendre autant plein la gueule alors qu'il avait que des bonnes intentions, qui veut juste aider, se servir de sa force pour aider autrui. Et quand tu vois tout ce qui se prend dans cette bataille, mais c'est affreux. Vraiment, c'est affreux. Et en même temps, je trouve le développement très intéressant au niveau de Yuji. Ce côté, tu démarres la saison, c'est quelqu'un encore de très solaire, encore de très simple, notamment avec le petit épisode avec la lycéenne qui l'aime en secret. Donc quand tu passes de ça, quand tu passes d'un Yuji comme ça à un Yuji qui devient beaucoup plus nuancé, et qui face à Mahito devient... bah voilà, il a une sorte de mental breakdown, et en vrai, il n'y a pas tant de héros de shonen qui ont un mental breakdown aussi féroce, je trouve, aussi violent. Il n'y en a pas tant que ça. Mais bref, et du coup, quand tu vois que, du coup, à la fin, Yuji devient une sorte de prédateur, et qu'il est là devant Mahito à lui dire... bah en fait, t'as raison, enfin, toi t'as raison de penser comme ça. Toi, tu considères les humains que comme des trucs à abattre, des proies à abattre. Bah, je vais devenir comme toi, en fait. Je vais devenir comme toi, je vais arrêter d'avoir le moindre ressenti pour les fléaux, et je vais juste t'éliminer. Je vais juste me débarrasser de toi, ni plus ni moins. Vraiment, j'ai trouvé ça fort comme développement pour Yuji, surtout qu'ils ont encore une fois beaucoup appuyé les traits de la tête qu'il peut avoir dans le manga, donc j'ai trouvé ça très chouette. Esthétiquement, j'ai trouvé ça grandiose. J'ai beaucoup aimé les flashbacks aussi. Là, je parle vraiment dans l'histoire. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la narration de JJ, c'est ce côté... quand il te montre un flashback, ça te montre quelque chose d'anecdotique, d'assez lambda, mais quand tu le retranscris par rapport au présent, tu te rends compte que ça a une véritable importance, mine de rien, pour le personnage. Je pense notamment au flashback de Nobara, ou au flashback avec les maîtres des fléaux, qui tu les vois dans leur chasse, et tu vois comment leur mentalité va changer à partir du moment où Gojo va arriver dans leur vie. Voilà, tu vois, c'est ce genre de flashback que je trouve très intéressant, parce que ça raconte pas des choses graves, mais ce sont des éléments quand même importants pour les personnages dans le présent. Et du coup, quand tu fais le lien entre les deux, je trouve que ça apporte une certaine poésie dans le fait de montrer des éléments anecdotiques, des petites choses qui en fait ont une véritable importance pour certains personnages. Je trouve ça très très chouette. Et puis, pour finir, bah, le final en fait,
tu te dis, mais qu'est-ce qui peut se passer maintenant, quoi, en fait? Maintenant qu'il n'y a plus Gojo, maintenant que Gojo est recherché, Yuji pareil, Yuta qui fait son apparition, qui du coup part en chasse contre Yuji, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les fléaux qui sont révélés au grand jour, enfin, moi j'aime beaucoup ce côté, les cartes sont redistribuées. Moi c'est quelque chose que j'adore dans cette conclusion de l'arc de Shibuya, c'est ce côté, mais là le monde a complètement changé, on n'est plus du tout dans la même ère, dans le même fonctionnement en fait, et un peu comme tout ce qui se passe dans le drame, c'est c'est très compliqué d'envisager ce qui peut se passer après, je trouve. Donc honnêtement, je trouve que c'est une belle prouesse narrative, et j'ai très très hâte de voir comment la saison 3 va être adaptée, parce que voilà, on se doute que ça va pas être ça va pas être très très simple, tout ça. J'avais envie, pour finir, de revenir sur quelques petites réserves. Il y a un défaut que je trouve à l'arc, enfin à la saison. Et encore, je suis mitigé, mais moi ce qui m'a un peu gêné dans la saison, c'est le fait que l'animé n'a pas fait beaucoup d'efforts pour aider le spectateur sur certains rappels d'intrigue. Alors d'un côté c'est bien, parce que du coup c'est une véritable adaptation du manga, donc le rythme qui va avec, donc ça c'est chouette. Mais ce que je trouve assez dommage dans le manga, alors moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup ce côté, c'est à toi en fait de recoller les morceaux, de comprendre qui est qui, à lui il appartient à quel clan déjà, à lui c'est quoi sa technique déjà, etc. Moi j'aime bien recoller les morceaux, parce que du coup ça me force à m'impliquer dans le manga, à relire certains passages, mais on n'a pas tous envie de vraiment s'impliquer dans un manga. Et je trouve que c'est un des défauts du manga, qui pour moi n'en est pas un, mais pour le large public c'en est un. C'est un manga où si tu ne relis pas certains passages, c'est très compliqué de se souvenir de certaines choses. Typiquement dans cette saison, qui se souvenait que Yuki, la femme qui apparaît à la fin de la saison, c'était la sensei de Todo, que tu vois une frame dans un flashback de un épisode de la saison 1. Qui se souvenait que Megumi avait une sœur qui était dans le coma? Megumi, il en parle une fois dans un épisode, il y a un mini flashback sur elle dans la saison 1. Qui se souvenait que, au final, Geto était vraiment mort dans le film de Jujutsu Kaisen? C'est assez flou, c'est pas clair, c'est en off dans le film. Qui se souvenait que du principe des extensions de territoire, de certains clans, de comment fonctionnent certains clans, etc. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça que le manga te rappelle de temps en temps, parce qu'il y a des petits bonus entre les chapitres, donc ça c'est cool. Mais dans l'animé, il n'y a pas ça. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Je trouve que l'animé aurait pu corriger ce manque de clarté sur certaines choses que le manga propose. Pareil pour la fin, en fait. Enfin, plein de personnes, j'ai vu, étaient assez perdues par le final, avec les explications du faux Geto. Pareil, le fait que Shozo appartienne, soit l'un des fœtus maudits, etc. Ça, pareil, c'est le temps de 2 épisodes dans la saison 1. Est-ce que, véritablement, vous vous souveniez convenablement de ça? Je suis pas sûr. Alors oui, je suis d'accord que un flashback, une sorte de récap, ça aurait niqué un petit peu le rythme de l'animé. Je suis d'accord, mais je sais pas. Peut-être remodeler certains événements, faire des bonus pour expliquer certaines choses, ça aurait pu être bénéfique, je pense, pour le public. Parce que là, plusieurs fois, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux, plusieurs fois les gens étaient un peu perdus sur certains éléments, et je les comprends à 200%. Si tu n'as pas revu la saison 1, ni le film, il y a plein de choses qui te sortent de la tête, et c'est normal en fait. Parce que t'as pas tout ton temps à te consacrer à ça, t'as d'autres mangas, d'autres séries, t'as d'autres choses que tu fais dans la vie, c'est complètement normal. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mappa avait sorti un récap de la saison 1 et du film, qui était sorti brièvement au Japon, et je crois vite fait sur la chaîne de Crunchyroll, mais qui ont été retirés, je crois. C'est pour ça qu'ils avaient sorti ça en fait, parce qu'ils avaient conscience que... Alors attention, vraiment, faut que vous vous souveniez de ce qui se passe en saison 1. Mais voilà, moi c'est un petit peu le petit défaut que je trouve à la saison 2, c'est ce manque de clarté sur certaines choses. Ils auraient dû corriger certaines... Moi je me souviens par exemple de l'attaque des titans.
Je trouve que l'auteur de l'Attaque des Titans fait beaucoup plus d'efforts pour rappeler certaines choses, parce que le scénario est un peu complexe. L'animé avait fait pareil, je me souviens notamment de la saison 3 de l'Attaque des Titans, qui était assez indigeste en manga tellement il y avait d'infos, et bah Wit Studio avait remodelé certains événements, certains choix, pour que ça soit plus clair et plus limpide pour le spectateur. Et bah je trouve que pour cette saison 2, ils auraient pu faire un petit peu ça aussi. Parce que du coup, si tu ne connais pas la saison 1 sur le bout des doigts, il y a plusieurs éléments sur lesquels tu peux être un petit peu... Tu peux froncer les yeux en mode... Ah oui, ok. C'est tout comme Fushiguro dans le flashback. Je doute que 100% du public avait fait le lien dès la fin de la saison, dès la fin du premier épisode, qu'il s'agissait du père de Megumi. Parce qu'on se souvient pas tous du nom de famille de Megumi. Et c'est normal. C'est pas comme les Uchiwa où son nom est spammé tout le temps. Le nom de famille de Megumi, non, je suis désolé, en saison 1, on te le balance pas tout le temps, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ma réserve. Et puis, autre réserve, vraiment mini réserve, c'est que effectivement il y a eu ce fameux drama un petit peu où certains animateurs de MAPPA se sont plaints du rythme effréné de production. Ils menaçaient les studios de ne pas finir leurs épisodes, d'arrêter la diffusion s'ils n'avaient pas un contexte de travail plus sain et plus favorable. Ça ne s'est pas fait, mais tu sentais effectivement que, surtout dans les 6-7 derniers épisodes, tu sentais que notamment dans les moments calmes, tu sentais qu'il manquait certaines frames d'animation. Tu sentais que c'était pas aussi propre que le début de la saison. Mais ça c'est pas vraiment une critique, hein. Au contraire, je les comprends et je les soutiens à 100% les animateurs. C'est pas très grave, d'autant ça me donne juste envie, ça me donne juste hâte d'acheter le Blu-ray, que j'achèterai de toute façon, mais c'est pas un défaut parce que je me dis, bah c'est très bien, parce que comme ça, quand j'achèterai le Blu-ray, eh ben, j'aurai une expérience différente, avec une vraie perfect édition. Donc c'est cool, c'est tout bénef. Voilà ce que j'avais à dire sur Jujutsu Kaisen. Désolé pour cette longue critique, mais c'était vraiment une saison que j'ai adorée, que j'ai trouvé un véritable cadeau pour les fans. Il y avait tellement de choses à dire. J'ai hésité à faire une critique de chaque épisode, mais je me suis dit non, je vais pas assiéger la chaîne de Jujutsu Kaisen. Calme le fanboy qui est en toi, Moquette, s'il te plaît. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire une grosse vidéo qui n'aborde pas tout dans le détail, mais qui... J'ai essayé en tout cas... J'ai essayé d'être le plus... général possible sur tout ce qui m'a fait kiffer dans la saison. J'ai pas pu revenir sur tout, mais ça aurait fait une vidéo d'1 heure et je pense que personne ne veut ça. Je pense que personne n'a envie de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Il y aura d'autres choses que j'aurais aimé aborder, mais ça serait trop long. Ça serait trop long. Mais bref, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais cette critique vous a plu, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne pour voir si d'autres contenus du catalogue pourraient vous plaire, tout simplement. Allez, prenez soin de vous, et à très vite pour de prochaines vidéos sur la Moquette TV. Ciao.